Lettre à Mumia Abu Jamal, Neu-Ulm, en Allemagne, le 9 décembre 2020. Cher Mumia, c'est en 1995, à Berlin, que je fais ta connaissance, lors d'une manifestation dans le quartier de Berlin-Mitte, tout près du petit pont piétonnier Montbijou, qui mène à la pointe de l'île au musée, ce même pont où très souvent joue ce saxophoniste de jazz, élégant, noir, que je n'ai jamais osé aborder. Cette manifestation joyeuse avait pour but de protester contre ton exécution, programmée pour les tout prochains jours. Elle s'inscrivait dans le cadre d'un grand mouvement international contre ta mort et contre la peine de mort. Je revois encore, comme si c'était hier, le panneau au croisement de cette rue qui avait été rebaptisée en ton nom, Mumia Abu Jamal Straße. Ces manifestations ont été couronnées de succès, puisque tu échappes à la mort de justesse. Quel soulagement. Ensuite, je termine mes études d'ingénieur dans cette belle ville de Berlin, encore dans l'euphorie de la chute du mur de 1989. Puis je cherche un boulot, je trouve un boulot près de Paris, je me marie, je reviens travailler en Allemagne, je deviens chef de projet, puis chef de département, puis vice-président. Les années passent. Ma carrière me permet de travailler et de vivre dans une bonne vingtaine de pays étrangers. Citons la Chine, le Brésil, la Russie, les USA, la République démocratique du Congo. Autant de pays avec des citoyens merveilleux, mais aussi des États qui n'ont souvent de démocratique que le nom. Lorsque je suis de retour en Allemagne en 2012, je peux enfin réaliser un projet dont je rêvais depuis longtemps. Visiter la ville de Weimar, un épicentre historique de la culture allemande. Je vais visiter les deux maisons de Goethe, celle de Schiller, de Franz Liszt, de Friedrich Nietzsche, la maison Bauhaus. Weimar est aussi la ville où Rudolf Steiner a étudié et écrit son livre Philosophie de la liberté. Avec ma femme, nous sommes alors dans les petites rues de Weimar. Nous rentrons dans un café pour prendre un café. En Allemagne, il y a cette tradition de trouver dans les cafés des cartes postales gratuites, souvent humoristiques. Chacun se sert pour envoyer des lettres ou s'en servir comme marque-page. Et alors là, je tombe nez à nez avec cette carte. Free Mumia. Stupéfaction. Comment ? Mumia n'est toujours pas libre. Après toutes ces années, il est encore dans une cellule. Comment est-ce possible ? J'en suis pétrifié. Cette carte est la photo d'une grande fresque qu'un artiste avait réalisée sur un mur de Weimar, avec ton portrait, à côté de la porte d'entrée d'un bar du nom de Wunderbar. Ce nom est un jeu de mots qui veut dire à la fois l'adjectif Wunderbar, voulant dire wonderful en anglais ou magnifique en français, mais aussi le nom propre, Wunderbar, le bar des miracles. Faudrait-il donc un miracle pour toi, pour ta liberté, alors que depuis 39 ans, tu n'as jamais eu de procès digne de ce nom, et seulement 2 procès qui n'étaient que mascarades, comme chacun sait. D'ailleurs, avec 2 fois le même juge inique, n'est-il pas ? Depuis ce jour, je garde cette carte postale précieusement, et j'ai commencé à lire tes écrits, tes articles et tes livres, Live from Death Row, Death Blossoms, Writing on the Wall. J'apprends à connaître tes messages contre l'injustice, contre les discriminations, tes messages pour la liberté, pour les libertés individuelles, pour l'égalité, égalité entre hommes et femmes de toute culture, religion, couleur et ainsi de suite, tes messages de fraternité. Justement, ces 3 valeurs, liberté, égalité, fraternité, qui sont la devise de mon pays d'origine, la France, ce sont aussi celles de l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui a été écrite et signée par tous les pays membres des Nations Unies, c'est peut-être utile de le rappeler. Je me plonge dans ta littérature et tes textes me rappellent fortement, par leur style et par leur message, un des grands auteurs de ma jeunesse, Albert Camus. Pour moi, ton travail ne s'inscrit pas seulement dans la lignée de Martin Luther King ou de Malcolm X,
mais aussi dans celui d'Albert Camus, un des grands écrivains et philosophes du XXe siècle. Il se trouve que je vois aussi beaucoup de parallèles entre sa vie et la tienne, toute proportion gardée. Camus souffre toute sa vie de tuberculose. Son corps malade l'empêche depuis son enfance de vivre une vie normale. Il est comme prisonnier de son corps, il se sent condamné à mort. Il est né en Algérie, et ses origines africaines définissent pour beaucoup sa personnalité. Il est aussi, comme toi, journaliste, et toute sa vie a continué à écrire des articles de journaliste. Il est philosophe qui écrit des textes d'amour de la vie, d'amour des libertés, de quête de vérité. Il écrit pour dénoncer l'absurde, les sentiments de culpabilité et bien sûr contre les injustices, et farouchement contre la peine de mort. Il est anarchiste, il est libertaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est dans Paris sous l'occupation de l'ennemi, un résistant engagé, et reste connu jusqu'à aujourd'hui pour ses nombreux articles dans le journal de la Résistance, Combat. Albert Camus est bien sûr un écrivain à succès dont les plus grands livres sont des classiques des écoliers de France et d'ailleurs, et ils sont encore beaucoup lus aujourd'hui. Citons L'Étranger, La Peste, Le Mythe de Sisyphe, pour ne citer que les plus connus, mais aussi Les Justes, La Chute, L'Homme révolté, et son essai Réflexions sur la guillotine. En 1957 lui est décerné le prix Nobel de littérature. Camus est très populaire, sa voix porte et elle est critique. En particulier, elle s'élève contre les régimes autoritaires qui envahissent l'Europe de l'Est. Il meurt dès 1960, à 46 ans. Dans un accident de voiture, très probablement l'attentat d'un régime qui voulait le réduire au silence. Le parallèle est frappant avec le journaliste d'investigation que tu es, enquêtant sur le mouvement MOVE et les événements violents de l'été 1978 à Philadelphie et qu'on a voulu faire taire. Dans la biographie L'Ordre libertaire, la vie philosophique d'Albert Camus, le philosophe français Michel Onfray dresse un magnifique portrait de Camus. Penseur, anarchiste, philosophe, libertaire. Il analyse ses textes et il cite Camus. Camus nous dit « Les questions qui provoquent ma colère, les nationalismes, le colonialisme, l'injustice sociale et l'absurdité de l'État moderne. » Pourtant, Camus est seul. Il est rejeté par ses pairs. Il est critiqué de toutes parts, à la fois par les intellectuels de gauche et ceux de droite. Il refuse les clans et l'hypocrisie. Le prix Nobel n'arrange rien en fait. Il souffre et sa vie est tragique à plein d'égards. Très souvent, il est en crise, il déprime. Il écrit dans ses carnets son sentiment d'impuissance. Il parle de doute absolu sur sa vocation d'écrivain. En ces termes, j'examine sérieusement la possibilité de renoncer. Onfray explique mieux que quiconque comment Camus paye le prix fort, pour sa passion pour la vérité, pour sa droiture, pour la justesse de ses combats. Pour être un homme du peuple qui a réussi, et dont les succès rendent jalouses les arrivistes et autres intellos opportunistes de Saint-Germain-des-Prés d'après-guerre. Bref, en lisant attentivement cette biographie, j'ai l'impression que derrière ce portrait, c'est de toi qu'il s'agit, cher Mumia. Dans ta tête, tu restes un homme libre, un esprit libre, un combattant de la liberté, pour reprendre le titre d'une de tes biographies. Alors aujourd'hui, 9 décembre 2020, exactement 39 ans plus tard, à la veille de la Journée internationale des droits de l'homme, je dis, il est grand temps de te voir sortir en homme libre, après toutes ces années dans ta cellule, et qu'enfin la justice reprenne ses droits. Parce que aussi, j'ai un projet pour toi. Je veux que tu viennes ici, en Allemagne du Sud, où nous aussi nous avons nos Twin Cities, de Ulm et Neu-Ulm sur les deux rives du Danube. Je veux que tu vois la beauté de notre ville, ses quartiers, ses musées, ses églises, sa synagogue, ses cafés, ses bons restaurants, ses belles librairies. On ira t'acheter de bonnes lunettes pour que tu vois bien. On ira chez mon ostéopathe Angela
l'ange, pour remettre ton corps en place. Et on ira t'acheter de bonnes chaussures pour aller partout. Ton ami Michael est venu nous rejoindre depuis Heidelberg. Et nous filons vers Weimar. On y passe quelques jours, libres, incognito, à rigoler. Puis on monte à Berlin. Et là, tu fais une conférence devant tous tes supporters. La communauté de tes supporters est là, elle t'attend. Et elle croit. Et elle croit en ta libération prochaine. De la même façon qu'elle a vu l'an dernier la libération des sœurs Janet et Janine Africa, et de Debbie Africa, pour ne citer qu'elles. Lors de leur libération, elles ont été si exemplaires. Cher Moumia, je te dis donc, à très bientôt, ici en Europe, où tu seras toujours le bienvenu.